Business Mag. Business Mag. Business Mag. Business Mag. Business Mag. Business Mag, le rendez-vous du pétrole, du gaz et de toute l'actualité économique, c'est sur la 90.3 iRadio. Tous les samedis, Oumou Kalsoumba décrypte avec un expert toutes les informations économiques nationales et internationales. Business Mag, c'est aussi des reportages, des dossiers, des portraits et bien sûr le round-up hebdomadaire de l'actualité économique et des hydrocarbures. Tout ce qu'il faut pour saisir les enjeux d'un monde qui bouge. Business Mag, c'est tous les samedis de 11h10 à midi. Rendez-vous est pris avec Oumou Kalsoumba dans votre émission Business Mag, le magazine économique de la 90.3 iRadio, ici et ailleurs. Directeur général Lassar, j'écoute Business Mag avec Kalsoumba sur iRadio. Guy Quest, président du Centre africain de veille et d'intelligence économique en abrégé CAVI, j'écoute Business Mag sur la 90.3 avec Oumou Kalsoumba. Demba Seydi, coordinateur régional Afrique de l'Ouest francophone de Publier ce que vous payez. J'écoute Business Mag sur la 90.3 avec Oumou Kalsoumba. Bokarsi, directeur général de la BHS et président de la PBF. J'écoute Business Mag sur iRadio avec Oumou Kalsoumba sur la 90.3. Abdoulaziz Sy, directeur général Groupe Subdeco Dakar, vice-président de la Chambre américaine de commerce au Sénégal. J'écoute Business Mag sur la 90.3 iRadio avec Oumou Kalsoumba. Fatou Morgana Diop, directrice marketing et développement de l'entreprise Carapid Prestige et e-Comfort Sénégal. J'écoute le Business Mag sur iRadio avec Oumou Kalsoumba. Merci de choisir iRadio 90.3 FM, la radio d'ici et d'ailleurs. Bienvenue dans votre magazine hebdomadaire Business Mag, le rendez-vous du pétrole, du gaz et de toute l'actualité économique dans ce numéro Business Mag. Nouveau format, on démarre par la polémique autour de l'attribution de 52 nouvelles licences de pêche par le ministre de tutelle, Alioune Ndoye. Nos confrères du quotidien Le Témoin révèlent qu'une nouvelle licence a été attribuée à un navire chinois, une information confirmée par le GAIPES. D'ailleurs, la vice-présidente du groupement des armateurs et industriels de la pêche au Sénégal dénonce et demande aux autorités sénégalaises d'arrêter l'octroi des licences car ce n'est pas le moment. Fatou Ndiaye demande plus de transparence dans la gestion du pavillon Sénégal et préconise une publication de toutes les informations. Fatou Ndiaye que nous écoutons. Oui, nous sommes impactés, nos activités sont impactées par le Covid-19 parce que ce groupement est constitué de sociétés exportatrices de produits de la mer à travers le monde. Et le marché européen, tout comme le marché asiatique et américain, sont des marchés importants pour nous. Aujourd'hui, avec ce Covid-19, nous avons une baisse de chiffre d'affaires qui va à près de 60% du chiffre que nous faisions en temps normal. Heureusement qu'on a encore la possibilité d'exporter sur l'Afrique et nous espérons pouvoir rester sur ce segment-là en attendant de retrouver les exportations sur les marchés de l'Europe, de l'Asie, des États-Unis. Le GAIPES, en tant que membre de la commission consultative d'attribution des licences de pêche, a été convié à une réunion le 13 avril par le ministère des Pêches pour discuter de l'opportunité d'octroyer de nouvelles licences de pêche à des bateaux, à de nouveaux bateaux. Ces bateaux dont il est question sont des bateaux chinois qui utilisent un subterfuge en passant par des prête-noms sénégalais pour entrer dans le pavillon sénégalais. Et après avoir décimé nos mers, ils disparaissent comme l'ont déjà fait les Coréens ou les Russes. Nous ne voyons pas l'opportunité de discuter de l'octroi de nouvelles licences de pêche à des bateaux, même à des bateaux sénégalais. Parce que les stocks sont surexploités, la recherche l'a dit, et on ne voit pas l'opportunité de discuter de cela. Et au-delà de
ce scandale-là, nous avons appelé le ministère à plus de transparence dans la gestion du pavillon Sénégal. Qui pêche au Sénégal? Qui a délivré ces licences et quand est-ce que ces licences ont été délivrées? On nous a parlé de plus d'une vingtaine de navires qui opéreraient dans nos eaux. D'autres parlent d'une quarantaine. Pourquoi le ministère de la Pêche ne peut pas, de manière transparente, mettre en ligne les informations concernant le pavillon Sénégal? Pourquoi le ministère ne veut pas donner aux acteurs les éléments concernant le pavillon Sénégal, alors que nous sommes bel et bien membres de la commission consultative? Et de toute façon, on ne le dira pas assez, cette mer ne nous appartient pas, elle nous est prêtée et nous devons y veiller. Et le GAIPES, tout comme les acteurs représentatifs de ce secteur, ne veulent pas de nouvelles licences de pêche. Campagne agricole 2020-2021, un programme de 60 milliards de francs CFA validé par le chef de l'État Macky Sall. Au même moment, les producteurs de noix de cajou basés en Casamance pourraient se retrouver avec un stock de 30 000 tonnes non écoulées en raison du coronavirus. Les principaux acheteurs, les Indiens, se font rares à cause des restrictions de déplacement liées au virus. Un manque à gagner estimé à 50 milliards de francs CFA, estime Abdourahmane Diouf, expert à l'IPAR, prospective agricole et rurale. Avec plus de 1000 cas déclarés positifs au coronavirus, le gouvernement renforce le dispositif de lutte et de prévention de la pandémie. L'état d'urgence prolongé à nouveau jusqu'au 2 juin, l'ouverture des commerces et des marchés réglementés, une situation qui pousse les entreprises industrielles spécialisées dans l'agroalimentaire à s'adapter à un objectif, assurer la demande pour un meilleur approvisionnement du marché national. Elles ont également le défi de préserver la rentabilité de leur business. Moustapha Gabar Diop. L'évolution de la pandémie de Covid-19 au Sénégal pousse les autorités à corser les mesures de lutte et de prévention. Hormis le prolongement de l'état d'urgence, l'activité commerciale est réglementée par des jours et des horaires de fonctionnement bien définis. Une nouvelle donne oblige également les entreprises industrielles spécialisées dans l'agroalimentaire à s'adapter à deux défis: maintenir la production et préserver la rentabilité de l'activité. Mamadou Gueye, responsable au sein d'une usine spécialisée dans la fabrication de farine, aliments de bétail. Par rapport à l'impact du coronavirus sur la rentabilité de l'entreprise, le directeur général l'a annoncé depuis qu'il ne faudrait en aucun cas baisser le niveau de production et de fabrication. C'était un défi qu'on devait tous relever ensemble en mettant en place des solutions et des réajustements organisationnels pour pouvoir aboutir à cela. Première mesure, renforcer l'hygiène et la sécurité des employés. Oui, pour Mamadou Antagay, un cas testé positif au sein de l'entreprise rimerait avec l'arrêt des activités. Nous avons renforcé les mesures de prévention au niveau de l'établissement. Nous avons mis en place au niveau de toutes les entrées principales des thermoflash et du gel antiseptique, en imposant aussi le port des masques. Les masques aussi ont été confectionnés, 2000 masques qu'on a mis à disposition de tout le personnel. Chaque salarié dispose d'au moins 4 masques. Autre mesure, réaménager le planning de travail des ouvriers pour une satisfaction de la demande des consommateurs. Attention, cette mesure a un coût pour l'entreprise. Nous avons eu à revoir les horaires de production qui étaient de 6h 14h, 14h 22h et 22h 6h. Et nous avons changé les horaires de production de 6h 18h et 18h 6h. On a pensé aussi, vu que ça a augmenté les heures de travail, les heures effectuées par semaine par les salariés, production pour la plupart, ils bénéficient tous d'une semaine de repos après 2 semaines de travail effectué, c'est-à-dire, et c'est rémunéré. Les heures sup sont rémunérées et le temps de repos aussi est rémunéré. Tout cela pour garder la cadence de la production. En matière de business, il faut être flexible et avoir la capacité de s'adapter au contexte du marché. En pleine crise sanitaire, il faut être ingénieux pour ne pas faire faillite. Moustapha, on quitte Dakar pour nous rendre à Ngaye Mékhé. La pandémie de Covid-19 affecte tous les secteurs de l'économie et bien sûr l'artisanat n'est pas épargné à Ngaye Mékhé, fief de la cordonnerie. Les artisans produisent mais ne trouvent pas d'acheteurs à cause des restrictions liées au transport interrégional. Mais ils restent optimistes et préfèrent penser à l'après-Covid-19 en tentant d'élaborer des stratégies de relance de leur activité. Écoutons Moussa Gueye, artisan à Ngaye Mékhé. Comme la pandémie c'est mondial, alors il faudrait que les cartes soient restituées. On est sur la même ligne de départ.
que ce soit l'Europe, que ce soit l'Amérique, que ce soit... Non, il faudrait quand même que chacun mette à profit ce moment de recul pour essayer de penser et de réfléchir pour voir. Il n'y a que le travail maintenant qui pourrait nous relancer. Booster le secteur, c'est injecter de l'argent. Il n'y a pas autre solution. Injecter de l'argent pour plusieurs mécanismes. Voilà, il y a des projets destinés à l'artisanat, qu'on laisse à l'artisanat et puis les gens recommencent le travail et aussi s'organisent davantage. S'il s'agit de crédits ou de subventions, il ne faut pas que ce soit des sommes dérisoires. Les gens ont besoin de sommes substantielles, travailler. Bon, quand on produit, on a des chiffres d'affaires extraordinaires, on a qui impactent l'économie locale, mais il faudrait quand même que les gens prennent ça en compte quand on donne assez d'argent et puis d'une manière très simple. Je rappelle que vous êtes bien sur la 90.3 iRadio, la radio d'ici et d'ailleurs. Vous écoutez Business Mag, le rendez-vous du pétrole, du gaz et de toute l'actualité économique. L'Association professionnelle des banques et établissements financiers du Sénégal a consenti une facilité de 200 milliards de francs CFA pour les entreprises affectées par le coronavirus. Plus de précisions avec Pape Ibrahim Ndiaye. L'Association professionnelle des banques et établissements financiers du Sénégal a consenti une facilité de 200 milliards de francs CFA pour les entreprises affectées par la pandémie du nouveau coronavirus. Ce soutien aux entreprises qui a fait l'objet d'une signature le 29 avril dernier entre l'association et l'État du Sénégal se fera sous forme de crédits à la trésorerie et de crédits d'investissement. Quant aux critères des entreprises bénéficiaires, il s'agit en plus d'être des secteurs ciblés de celles qui présentaient une situation saine avant la pandémie et un potentiel de développement avéré, mais qui sont confrontés aujourd'hui à des difficultés pour préserver les emplois. En outre, l'entreprise doit être immatriculée au registre du commerce et du crédit immobilier, avoir au moins 5 employés en contrat à durée indéterminée ou contrat à durée déterminée à la date du 29 février et par la suite prouver avoir perdu au moins à 33% de son chiffre d'affaires du fait de la pandémie du Covid-19. De même, l'entité doit prouver qu'elle n'a pas bénéficié des concours de l'État ou avoir un crédit déclassé durant les 12 mois derniers précédant la date du 29 février 2020. Concrètement, 2 mécanismes de 100 milliards de francs CFA chacun a été mis en place destinés aux PME, entreprises présentant un chiffre d'affaires entre 100 millions et 200 milliards de francs CFA au sens de la Convention pour l'un et aux grandes entreprises pour l'autre. Pour le guichet PME, l'État et ses partenaires mettront à la disposition des banques des dépôts de 50 milliards de francs CFA. Ces dépôts qui seront nantis au profit des banques participant au mécanisme de financement serviront aussi de garantie. En cas de décision favorable sur les demandes qui leur sont soumises, les banques s'engagent à injecter 2 fois le montant déposé sous forme de crédit en faveur des PME visées à l'abri des montants déposés en garantie. La quantité de garantie de l'État pour cette tranche dédiée aux PME sera de 50% des impayés. Dans la lutte contre le coronavirus, le confinement a été recommandé et appliqué, une stratégie qui a fini par régler un autre problème. Le taux d'accident de la circulation est élevé. Aujourd'hui au Sénégal, on voit une nette diminution des accidents de la route. Un constat fait par Ibrahim Onongo, expert en transport logistique et sécurité routière. Le coronavirus, plus connu sous le nom de Covid-19, est tombé sur notre planète comme un couperet qui a fini de faire le tour du monde en un laps de temps très court. Surpris par la dangerosité de ce maudit virus et sa grande vitesse de transmission, surtout en l'absence de vaccins ou de traitements homologués efficaces, il fallait tout mettre en œuvre pour le confiner, limiter ou retarder sa propagation. C'est ainsi que plusieurs mesures ont été prises, dont la fermeture des frontières, l'interdiction des transports interurbains, l'état d'urgence, le couvre-feu, le port de masques, etc. À ces mesures contraignantes et controversées quelquefois selon les différentes couches de citoyens, et il faut dire que ce n'est pas que
mauvais, parce que quand même on se rend compte que lorsqu'on a réduit les déplacements, surtout quand on a interdit la circulation interurbaine, bon, il s'en est suivi des conséquences positives, on peut dire, parce que au Sénégal, l'accidentologie grave se situe surtout sur les routes nationales et le transport interurbain. Bon, le fait qu'on a interdit ce transport interurbain a impacté sur les accidents. Bon, on a aujourd'hui vraiment, depuis 3 mois, on n'a plus d'accidents graves sur ce pays, sur toute l'étendue du territoire national. Le ciel est devenu bleu, contrairement à ce qui s'est passé. Donc, la qualité de l'air au niveau de Dakar qui était une ville très, très, très polluée, est devenue maintenant une ville plus ou moins propre sur le plan climatique, et ça, c'est devenu plus supportable. Donc, quand il y a moins d'accidents, c'est pas que les assureurs aussi ont moins de sinistres, donc aussi ils vont faire de bonnes affaires. Moi, je pense que donc ce problème de Covid-19 aussi a impacté sur les congestions. Il y a moins de congestion actuellement à Dakar, et les gens se déplacent plus facilement, ils vont ou reviennent plus facilement. Donc, ces facteurs-là ne sont pas à négliger, parce que ce fut selon une étude de la Banque mondiale, les congestions nous coûtaient à peu près plus de 120 milliards de francs CFA. Donc, avec ce Covid-19, bon, il y a eu réduction des déplacements, donc moins de congestion, et voilà, donc surtout la nuit avec le couvre-feu, donc il y a moins d'accidents, et c'est un côté positif s'y ajoute que sur le plan des infrastructures, il ne faut pas l'oublier, l'Ageroute a récemment livré l'autopont de Keur-Gorgui, qui était un point noir de la VDN. Celui est en phase de terminal, il sera bientôt opérationnel. Donc tous ces facteurs-là, si on les conjugue avec la diminution des déplacements, c'est sûr et certain qu'on peut dire que après le Covid-19, on aura certainement aussi moins de congestion, et quand il y a moins de congestion, il y aura moins de risques. À l'instant, Ibrahim Onongo, expert en transport, logistique et sécurité routière. Actualité oil and gas, le professeur Mary Teuw Niane, nommé président du conseil d'administration de Petrosen Holding. Une décision prise en conseil des ministres. Hassan Dao, expert en logistique du pétrole, consultant de Business Mag pour la rubrique Minute Pétrole et Gaz. La place de l'information dans l'industrie pétrolière, ce qu'il faut savoir. Il est important de partager, de démocratiser l'actualité et l'organisation des événements majeurs oil and gas. La maîtrise de l'information garantit le plus souvent le secret dans le déroulement des projets pétroliers. Les compagnies pétrolières ne communiquent que très peu sur des chiffres exacts entourant leurs projets de développement. La communication institutionnelle étant régie par des codes bien spécifiques, les aide bien dans le sens de l'information choisie pour être distillée selon l'opportunisme en termes de relations publiques. La vitrine des compagnies pétrolières demeure leur site internet, habituellement bilingue, lorsque ces intérêts impactent des États d'Afrique centrale ou de l'Ouest, comme c'est le cas aujourd'hui. Le pétrole n'aime pas le bruit. Le choc de la crise du Covid-19 et sa médiatisation à outrance a aussi mis à nu la volatilité des cours pétroliers et a démontré que même les projets les plus rentables dépendent de niveaux de prix présents et reposent de moins en moins sur des prévisions incertaines. L'opinion publique, certes esthète dans les questions d'oil and gas, est dans une quête permanente de clarification et d'éclaircissement quant aux retombées attendues de l'exploitation de leur territoire minier. Les populations exigent de la transparence. Elles veulent de la bonne information. Les compagnies installées au Sénégal informent tant bien que mal, mais certainement plus ses partenaires financiers que le commun des Sénégalais. Hassan Dao, merci infiniment. D'ailleurs, tu passes le relais à Awa Jobsen pour un tour d'horizon de l'actualité économique de la semaine en Afrique. On démarre ce round-up avec la finance. La performance fiscale de l'Afrique du Sud a été mise à mal en raison d'une économie en difficulté aggravée par la pandémie de Covid-19. L'évaluation préliminaire de la performance de ces recettes faisait ressortir une sous-récupération d'environ 482,5 millions de dollars pour le mois d'avril 2020.
Cela représente une baisse en glissement annuel de 8,8%. D'après Edward Kieswetter, la baisse des revenus fiscaux de l'Afrique du Sud s'observe principalement au niveau de la perception de l'impôt sur le revenu, de la TVA, des taxes à l'importation, de l'impôt sur les sociétés et du remboursement des crédits de TVA. En proie aux difficultés économiques avec une croissance en berne de 0,8% et 0,2% du PIB respectivement en 2018 et 2019, l'Afrique du Sud devrait connaître une forte récession sous l'effet du Covid-19. Le taux de croissance devrait ainsi ressortir à moins 5,8% en 2020. Selon les projections du Fonds monétaire international, le déficit budgétaire devrait quant à lui être de 13,3% en 2020 contre 6,3% en 2019, tandis que la dette publique devrait connaître une importante progression à 77,4% du PIB contre 62,2% en 2019. Agriculture en Côte d'Ivoire, les filières anacarde et coton s'attendent à une perte globale de recettes à l'exportation d'environ 410 millions de dollars en raison des conséquences économiques liées au coronavirus, d'après Adama Koulibaly, directeur du conseil coton anacarde, qui a fait l'annonce. La chute de la demande liée à la pandémie mondiale a entraîné une dévalorisation générale des contrats négociés. Dans le cas de la noix de cajou écoulée principalement vers le Vietnam et l'Inde, le responsable indique que le tarif de la tonne est passé de 1 400 $ à 900 $, soit un manque à gagner de plus de 300 millions de dollars pour un stock de 600 000 tonnes destiné à l'export. Pour sa part, le coton graine a vu également son cours dégringoler d'environ 1000 francs CFA par kilogramme à 600 francs CFA le kilogramme, ce qui se traduit par un déficit de près de 110,5 millions de dollars en se rapportant à un volume de 170 000 tonnes. Pour rappel, la Côte d'Ivoire devrait désormais récolter en 2020 un volume de noix de cajou compris entre 720 000 et 730 000 tonnes contre un objectif initial de 800 000 tonnes. En outre, le pays ambitionne également de produire 510 000 tonnes de coton cette année. Électricité au Burkina Faso, le ministère de l'Énergie s'est donné pour objectif de raccorder 1 million de personnes au réseau électrique national. Pour ce faire, il a lancé plusieurs projets qui enregistrent des taux d'exécution très avancés. L'une de ces initiatives est le projet d'électrification des zones périurbaines de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso. Lors d'une visite sur les chantiers, le ministre Bachir Ismaël Ouedraogo a pu constater l'avancée du projet. Dans certains quartiers comme Yagman, les travaux sont achevés à 90%. En tout, le projet PEPU va permettre de raccorder 17 500 clients au réseau électrique, dont 3 500 à Bobo-Dioulasso. Il a un coût de mise en place de 31 milliards de francs CFA, financé en grande partie par la Banque africaine de développement. Le gouvernement burkinabé et la Sonabel, la compagnie électrique nationale, ont apporté chacun 4 milliards de francs CFA au projet. Hydrocarbures, la société publique nigériane du pétrole a annoncé que les entités compétentes vont mettre aux enchères des champs pétrolifères marginaux avant la fin de cette année. Le gouvernement a décidé de cette stratégie à cause du contexte de prix bas du pétrole qui n'offre pas la possibilité aux investisseurs de soumissionner pour des cycles de licence pour les champs marginaux. Le Nigeria avait prévu en effet de lancer un cycle de licence cette année, le premier depuis 2007. Le dernier cycle de mise aux enchères de champs marginaux a quant à lui eu lieu en 2003. Par ailleurs, le gouvernement cherche à intéresser les compagnies locales dans le cadre de ce nouveau projet. Cette participation locale est généralement financée par des emprunts locaux car l'échelle de l'investissement n'est pas énorme. La suite de l'émission après ceci. Le quiz. Un extrait de l'émission avec Fatou Morgana Diop Gay, cofondatrice et directrice marketing de Carabit Prestige. S'en suivra le quiz. Dans Business Mag, on garde toujours le meilleur pour la fin. Je vais vous proposer d'écouter un portrait d'une dame qui s'appelle Fatou. C'est votre homonyme. Un portrait signé Mohamed Kandi. Je vous laisse le découvrir en live. Après, on va revenir et commenter. Fat Diallo presque est-ce que aw ma juróom fukki at ak juróom war naa ko weesu de dëgg fa yàlla jàpp ma nag sama at nag waaw. Frêle silhouette, 1m60, le visage ridé, Fatou Diallo est native de Pikine. La brave dame est vendeuse de fruits à Sandaga, une activité qu'elle exerce depuis. Ah, ça fait plus de 10 ans que je vends des fruits depuis le règne du président Abdou Diouf. Je vends des fruits saisonniers, des mades, des melons, passecs, oranges, entre autres. Je rends grâce à Dieu et je rends hommage à mes parents. Veuve depuis 10 ans, Fatou Diallo assure toute seule la charge familiale.
Sensible mais courageuse, elle se lève tous les jours au premier chant du coq pour partir à la recherche de sa marchandise, sans peur du fond, du froid et de l'insécurité qui sévit dans ce pays. Je m'approvisionne au marché syndicat à Pikine. Je me réveille tous les jours à 4 heures du matin. À 6 heures, je prends le taxi, le clando, parfois même le bus pour venir ici à Sandaga. Beaucoup d'efforts qui ont aujourd'hui porté leurs fruits. Grâce à son immense don de soi et sa détermination, Mère Fatou a acheté sa propre maison. J'ai bâti ma maison grâce à cette activité. J'assure les charges familiales, je paie l'eau, l'électricité. Si j'ai aussi à faire tout cela, c'est parce que je n'ai jamais voulu baisser les bras. Je n'aime pas tendre les mains. Le sourire au coin, elle travaille sans répit pour subvenir aux besoins de ses enfants qui constituent sa plus grande force. Je bénéficie aussi du soutien de ma famille. J'ai des enfants formidables. Nous nous aidons mutuellement. Il n'y a pas de sous-métier. Fatou Diallo le comprend bien. Elle exhorte aux femmes à ne jamais baisser les bras, car l'impossible n'existe pas. Mohamed Kandi, merci. C'est notre poétesse maison. Fatou, vous avez écouté encore une fois le portrait de Fatou Diallo. Oui, très touchant. J'en ai des frissons. En plus, c'est exactement ma Tourondo. Ma grand-mère s'appelait Fatou Diallo. Donc, du coup, c'est vraiment un parcours remarquable, hein. Ça a 65 ans, elle a construit sa maison, Amnodjom, ça fait plaisir vraiment. Puis il nous faut de plus en plus de portraits ainsi, qui permettent aux jeunes filles d'avoir des modèles et de dire qu'il y a des parcours de réussite en travaillant et en faisant vraiment quelque chose de gratifiant. Et c'est de tout ce qu'elle a construit aujourd'hui, c'est sur un travail, c'est sur du job. Donc ça, c'est important, que c'est pas un parcours facile. Oui, elle a exercé cette activité depuis 10 ans. Oui. C'est vrai qu'elle a pu avoir sa propre maison. Maintenant, elle paie plus le loyer, c'est vrai. Mais 10 ans aussi à exercer cette activité, et on la sent aussi fatiguée à faire un petit commerce. Cela nous interpelle aussi et interpelle les autorités pour tendre la main à ces femmes qui sont dans le secteur informel, les aider et les pousser à rendre leur activité formelle. Peut-être qu'en 10 ans, si elle était dans une activité formelle, elle aurait dépassé ce stade aussi. Effectivement, ça c'est vrai que 10 ans c'est long, hein, même si elle a réussi à faire tout ça. Et que c'est dur. Elle pouvait faire plus si elle était peut-être dans exactement, et moins dur aussi physiquement et pour elle. Et ça, on en revient à l'éducation, parce que si on avait eu la chance d'aller à l'école et d'avoir un parcours scolaire, on aurait pu peut-être aussi voilà. Donc il faut qu'aujourd'hui l'État accentue sur le fait que nous allions à l'école, parce l'éducation, oui, parce qu'un bon départ dans la vie commence par l'éducation des tout petits. Ça, c'est vrai qu'il y a des cas isolés, des femmes qui sont aujourd'hui des autodidactes, qui ont pu se faire toutes seules, et tout ça, et qui ont pu réussir. Mais l'idéal serait d'encourager l'éducation des femmes et des filles. Exactement. Ça, c'est vraiment... On en arrive au fameux quiz. On est à 2 minutes du journal. On va y aller vite. Un exercice ludique et instructif en même temps. Tu redoutes? Ah oui, un peu. Faut pas. Vous êtes prête? Je suis prête. Voilà. Oui. Quel est le pays le plus connecté de l'Europe? Le pays le plus connecté de l'Europe? Oui. Aïe. Tu passes? Oui, passe. L'Estonie. Dirigée d'ailleurs par une dame. Exactement. Voilà. Cite 2 États africains qui ont été dirigés par des femmes. On a l'Éthiopie. Oui. Et c'est pas le Libéria. La Sierra Leone. Libéria, Ellen Johnson, et Centrafrique, Catherine Samba-Panza, même si c'était une présidente par transition. Le Sénégal a fait ses premières découvertes de pétrole en quelle année? C'est normal parce que le nom de l'émission c'est pétrole et gaz. Ouais. En quelle année? Oui, les premières découvertes. En 2000. Non, je te laisse ta question. T'es très calée là-dessus. C'est moi qui pose les questions aujourd'hui. On est à 1 minute du journal. En 2006? Non, c'est en 2014. 2014. Enfin, la dernière question. Définition du benchmarking. C'est ton domaine.
Non. Joker. Joker. Méthode d'évaluation des performances d'une entreprise. Il s'agit de comparer les performances de l'entreprise en question à celles de ses principaux concurrents. Bon, je te tends la perche pour une dernière fois. Faut sauver l'honneur Fatou. Au Sénégal, 2 femmes ont été nommées Premier ministre. On a Madame Touré, qui a été nommée ministre. J'ai pas son prénom. Aminata Touré. Aminata, voilà. Et il y a Mama Diorboy. Morgane Gueye, cofondatrice de Cas Rapide Prestige, a été notre invitée. Merci Fatou. Merci Oumou, c'était une très belle expérience. Merci. Merci d'avoir écouté votre magazine Business Mag. Merci à Biran Sissé qui a assuré la partie technique. Rendez-vous samedi prochain à la même heure ici sur iRadio. D'ici là, lavez-vous les mains avec de l'eau et du savon. Respectez les gestes barrières, notamment le port de masque. Respectez la distanciation sociale. Évitez les rassemblements et les déplacements inutiles. #restez chez vous. Ensemble, nous vaincrons. Une page de publicité juste après la grande édition de 12h, le Midi 15 sur iRadio. Merci.